Fin de mission pour les experts chinois. Ils se disent préoccupés par la protection du personnel soignant au centre hospitalier universitaire de Tengan-Nogo. Ils ne seraient pas bien protégés. Les médecins chinois font des recommandations. Deuxième jour de manifestation de commerçants à Ouagadougou. Plusieurs marchés secondaires sont entrés dans la danse. Le motif n'a pas changé. Les commerçants exigent toujours la réouverture de leur commerce. Sur ce plateau, le président du Conseil national de l'économie informelle, l'OSRUTUR a eu une rencontre avec le maire dans la perspective de la réouverture de ces marchés. Coûte que coûte, les élections de novembre doivent se tenir à bonne date. Pas question de report. C'est l'opposition politique qui insiste. Bienvenue à tous, bonsoir. Mission accomplie pour les 12 experts chinois venus prêter main forte au personnel soignant burkinabé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ils sont sur le départ et ils ont tenu à faire quelques recommandations. Les experts chinois pensent que le personnel soignant à Tengan-Nogo n'est pas bien protégé contre les risques de contamination. Madina Sino. Fin de mission pour les 12 experts chinois venus soutenir le Burkina Faso dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Après 2 semaines d'échanges et de partage d'expériences avec l'équipe burkinabé, ces experts chinois ont égrené tout un chapelet de recommandations pour venir à bout de cette pandémie. Des recommandations qui portent sur la surveillance, le diagnostic, la prise en charge des personnes atteintes par le virus et surtout la protection du personnel soignant. Nous avons, pendant notre séjour ici au Burkina Faso, effectué des visites sur le terrain. Voilà. Nous avons par exemple visité déjà le CHU Tengan-Nogo et nous nous sommes aperçus qu'il y a des dispositifs qui ont été pris pour renforcer justement la capacité de prise en charge. Donc notre constat, c'est peut-être au niveau de l'hôpital, il pourrait encore renforcer la protection, la gestion de l'état de santé du personnel soignant, puisque ce sont les soldats, les combattants en première ligne contre le Covid-19. Il faut les bien protéger. Pour la mission chinoise, l'ouverture des classes et du marché central pourrait constituer un rebond du coronavirus au Burkina Faso. Mais la ministre de la Santé reste convaincue que le respect des mesures barrières peut minimiser ce risque. Les experts ont dit que c'est un risque, mais les experts en même temps ont donné des recommandations pour que le risque ne soit pas réel, pour contenir ce risque. Et nous vous demandons encore, je réitère ma demande à votre égard, mes attentes pour que vous travaillez à réinstaurer la confiance entre les agents de santé et la communauté et la population. Il faut que la population croie que la maladie existe, que la population suive les recommandations des agents de santé, parce que le second rebond peut être difficile pour tout le monde. La rumeur circule que l'équipe chinoise n'aurait détecté aucun cas de la Covid-19 au Burkina Faso. La ministre Claudine Lougué apporte un démenti. S'il n'y avait pas eu de cas détectés, on ne va pas parler de pic ni de descente. Et c'est la mission chinoise qui l'a dit. Je voudrais solliciter la presse pour que la presse nous accompagne. Vous avez écouté la mission chinoise. Il faut que la population comprenne et tienne compte et sache que la maladie existe et qu'elle est grave. La mission chinoise a fait des recommandations dans ce sens. Il faut que le personnel de santé soit motivé. Et la motivation, ça ne peut que venir de nous. L'ambassadeur de la Chine au Burkina Faso a pour sa part félicité ses compatriotes pour le travail abattu au Burkina Faso. La mission plie ses bagages, certes, mais l'ambassadeur chinois rassure que la collaboration entre cette équipe et le personnel soignant burkinabé se poursuivra pour éradiquer la pandémie. Pour ce qui est des chiffres du jour, 638 cas confirmés de Covid-19 au Burkina Faso, 476 guérisons, 0 nouveau décès. Depuis hier, ils sont dans la rue pour exiger de l'autorité communale la réouverture des marchés secondaires à l'instar du grand marché Rodwoko. Les manifestations touchent désormais les marchés de Dissia, d'Assasgo. Les commerçants ont barricadé plusieurs artères de la capitale burkinabé. Alexis Bilamnaba, Abdulaziz Sari. Les commerçants des marchés secondaires de Ouagadougou déterminés à user de tous les moyens pour obtenir gain de cause.
Après ceux du marché Nabia hier, ce sont les commerçants du marché de Dassasgo qui barricadent la voie ce mardi matin pour exiger la réouverture de leurs lieux de vente. Il n'y a plus à manger, le paiement du loyer est devenu compliqué et même avoir 500 francs CFA pour acheter de l'essence n'est plus chose aisée, confie-t-il. Depuis là, on nous dit qu'on va nous donner de riz. Il nous a envoyé une donne 500 pour tout le marché. Donc, une donne 500 pour 1000 et quelques personnes, donc nous on ne peut pas. Maintenant, nous, les réouvertures des marchés, il y a pur et simple. Parce qu'on a faim maintenant, on ne prend pas de salaire. Nous, on mange que notre commerce. Voilà. Nous demandons aux autorités de rouvrir nos marchés. Nous ne sommes pas contents de sa fermeture. Nous faisons pitié. En plus, nous sommes en jeûne et à la maison, nous n'avons rien à manger. C'est dans le marché que nous gagnons notre pain quotidien. Au marché de 6 au quartier Amdalaï, la mobilisation est la même. Ici, la protestation s'est faite de façon pacifique, mais c'est le même message qui est perceptible, la réouverture du marché. Elle ne peut pas prendre le contexte du pays des Occidentaux là. Eux sont capables de nourrir leur peuple. Alors que pour nous, ce n'est pas le cas. Ils nous parlent de l'aide avec des sacs de riz. Pour l'instant, là, nous, on n'a rien vu. Et d'ailleurs, nous, on ne veut même pas. On ne veut rien de la part d'eux. On ne veut rien même. Voilà, ce que nous voulons seulement, nous, on va ouvrir le marché. C'est ce que nous demandons. Selon ces commerçants, le maire a promis que les marchés secondaires de Ouagadougou seraient réouverts dès ce 27 avril. Ils ne comprennent pas pourquoi ils restent encore fermés alors que Roudouoko, qui draine plus de monde, est ouvert. Nous avons chacun un hangar qui nourrit plus de 40 personnes. Mais le fait que le marché soit fermé, nous allons faire quoi? Le marché de 10 nourrit plus de la moitié de la ville de Ouagadougou. Mais pourquoi on ouvre les autres marchés et on laisse celui-là? Nous demandons aux autorités d'ouvrir les marchés. Des transporteurs, mais aussi des élèves se sont joints aux manifestants pour exiger eux aussi la réouverture des lieux qui les concernent. Voilà, en tant qu'élève burkinabé, moi je vais demander au gouvernement, s'il vous plaît, il faut ouvrir les écoles, même si on va respecter les consignes. Voilà, si on est élève et on ne peut plus partir à l'école, tu es chômeur, tu es à la maison, tu ne fais rien. Si tu bosses et tu ne seras jamais évalué, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas venir au marché aider ton père ou ta mère. Tu vas rester à la maison dans la fête, tu ne peux rien faire. S'il vous plaît, il faut voir. Même si on va respecter les consignes, on est prêt pour ça. Si les marchés ne s'ouvrent pas dans un bref délai, des actions de répression seront menées et le gouvernement sera tenu pour responsable, avertissent les commerçants. Le maire de la ville de Ouagadougou a rencontré les organisations de commerçants ce mardi. Les perspectives s'annoncent visiblement bonnes. Pour en parler, le président du Conseil national de l'économie informelle, Salifou Nitchema, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu sur cet élément, apparemment le riz ne suffit pas. Vraiment, merci beaucoup. C'est comme on avait dit, vous savez que nous, les acteurs de l'économie informelle, nous sommes des acteurs très fragiles de l'économie. C'est des gens, s'ils ne sortent pas le matin, ils ne peuvent pas manger le soir. Donc les gens ont tenu plus d'1 mois qu'ils ont fermé les boutiques. Dès le début, nous avons dit les autorités qu'ils n'ont qu'à tout faire pour prendre les mesures de barrières, puisque les gens vont accéder dans les marchés pour continuer à travailler. Mais vraiment, on demande les gens au calme et au retenu de tout faire et qu'on a discuté avec les autorités ce matin, le ministre du Commerce. Oui, on en arrive justement sur la question du riz. Ça n'a pas véritablement atteint les cibles. Oh, que Dieu merci, ça atteint les cibles. C'est comme le gars l'avait dit, 1,5 tonne par chaque le marché. C'est trop peu. Voilà, même dans les régions, dans les 13 régions, jusqu'à actuellement, c'est arrivé partout. C'est arrivé, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. D'accord, ok. Sur la rencontre avec le maire, justement, est-ce que vous avez eu les garanties claires de l'autorité communale? Les marchés seront rouverts quand finalement? Vraiment, merci beaucoup. Et qu'aujourd'hui, ce matin, on a gagné l'audience avec les autorités, le ministre de Commerce, le maire de la commune de Ouagadougou, le président de la chambre de commerce, qu'on a essayé de discuter en long et en large. Ça a trouvé qu'il y a des marchés actuellement qui peuvent être ouverts incessamment. Que le maire a donné des instructions à une équipe qui va tourner voir les marchés qui sont prêts pour l'ouverture. Prêts, c'est-à-dire? Prêts, des marchés qui sont balayés, les marchés qui sont désinfectés,
les marchés qu'ils ont enlevés des volontaires qui va être dans les portes, qui va faire les lave-mains obligatoires, porte-nez obligatoires et qui va sensibiliser les gens à respecter les mesures de distanciation dans les marchés et ne pas se réunir dans une banque, 3 ou 2 personnes, que dans chaque hangar, il y aura des volontaires qui vont tourner, voir que dans chaque boutique, ça ne va pas dépasser 2 personnes. Est-ce qu'à l'issue de ces rencontres, vous avez eu un programme clair de réouverture des marchés? On a gagné, avec des dates. On a gagné un programme très clair, mais Inch'Allah, c'est demain que le maire va faire sortir une décret. Vous savez que c'était un décret qui était suspendu les marchés. Mais le maire doit écrire un autre décret qui va un autre arrêté qui va donner les marchés qui sont prêts, que dès demain, il va donner son fait, le décret d'ouverture, puisque les gens vont être dans le marché. Mais pour que les gens soient dans le marché, il faut que les gens sachent que le maladie du coronavirus est toujours là. Et c'est toujours une maladie qui contamine toujours. Et ça tue toujours. Et vraiment, on les demande à faire preuve de patriotisme, à faire preuve de bonne volonté, à accompagner les autorités, puisque les autorités vont nous accompagner. Ils doivent tout faire, que toute personne qui va être dans les marchés, il n'a qu'à faire lave-main obligatoire, porte-nez obligatoire, la mesure de distanciation dans le marché obligatoire. Il faut qu'ils chassent que c'est nous. Nous, on va travailler avec le coronavirus. Oui, nous, mais il se trouve que déjà, pour le marché de Rodwoko, le grand marché qui devait être le test, visiblement, on a du mal à respecter ces mesures. Bon, c'est puisque là que nous, on continue la sensibilisation. On continue la sensibilisation puisque les gens vont respecter les mesures de barrière qui vont lutter contre le coronavirus. Parce que nous, on ne va pas attendre que le coronavirus va finir, qu'on va commencer le travail. On va travailler avec le coronavirus, mais on doit prendre des mesures que chaque personne va lutter avec le coronavirus et faire un slogan, le coronavirus ne va pas passer sur moi pour attendre quelqu'un. Donc il faut qu'on fasse tout pour respecter les mesures et faire tout pour faire preuve de discipline. Tout le monde n'a qu'à se calmer, tout le monde n'a qu'à vraiment faire preuve de patriotisme, que Inch'Allah les marchés vont ouvrir incessamment. Mais on va dire, il y a des marchés qui n'ont pas encore balayé, il y a des marchés qui n'ont pas encore désinfecté. On demande les acteurs, à partir de demain, chacun n'a qu'à mettre bouchée double et travailler dur et demander les gens de bonne volonté qui vont nous aider avec des lave-mains, avec des gels, avec des savons, qui vont tout équiper tous les portes des marchés. Et bon, nous aussi, on est en train de faire une plaidoirie pour gagner des masques pour ceux qui n'en ont pas, qu'on peut les offrir. Voilà. Donc finalement, à l'issue de cette rencontre, vous dites, dès demain, le maire justement va sortir un communiqué qui va préciser les dates de rouverture des marchés. Oui, bon, pour certains marchés qui sont prêts. Okay, parce que les marchés qui sont prêts, Inch'Allah, à partir de demain, le décret va sortir, ils vont ouvrir ces marchés et après demain, ceux qui vont balayer, ceux que leurs marchés ne sont pas encore balayés, on va essayer de balayer ça le plus tôt possible et désinfecter et puis on va tout ouvrir. Mais on demande les gens à respecter les mesures contre le coronavirus qui va vraiment balayer le coronavirus hors de nous. Parce que c'est comme j'ai dit, nous, on ne va pas attendre que le coronavirus va finir qu'on va continuer à travailler. On va travailler avec le coronavirus, mais on doit travailler que le coronavirus ne va pas passer sur nous pour attendre quelqu'un. D'accord. Merci, Salifou Nichima. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil de l'économie informelle. Oui, merci. Merci encore. C'est bien ça. Merci. Donc, on espère que d'ici là, très rapidement, cette note va sortir pour soulager tous ces commerçants qui veulent voir le travail reprendre. Parce que ces images de rue que nous voyons, c'est aussi des occasions de contamination. Hein. C'est surtout ça, c'est plus là qu'on les demande au calme et à la retenue, et que, Inch'Allah, si c'est le marché va ouvrir le plus tôt possible et va prendre toutes les dispositions que ça va ouvrir. Mais ceux qui ne sont pas encore balayés, ceux qui n'ont pas encore dans les mesures, ils n'ont qu'à être dans la mesure et chercher des volontaires qui vont travailler dans le marché, puisque les mesures de barrière vont être respectées. Merci encore. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Face aux impacts économiques de la Covid-19, les autorités du G5 Sahel multiplient les rencontres en visioconférence. Ce mardi, les chefs d'État ont eu des échanges avec l'Union européenne sur l'impact de la pandémie. Évaluation au triple plan économique, social et culturel et sécuritaire. Roméo Koïta. En plus du défi sécuritaire, les pays du G5 Sahel doivent aussi combattre sur le front sanitaire. La région est frappée de plein fouet par le coronavirus. Plus de 3500 cas de contamination et 117 décès. Les mesures de restriction prises par les différents gouvernements pour freiner la propagation de la maladie ont fortement impacté les économies déjà fragiles.
Cette réunion des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel et leurs partenaires de l'Union européenne vise à évaluer l'impact de la Covid-19 sur les pays du Sahel au triple plan, social, sécuritaire et économique. Nous avons déjà souligné le taux de croissance. Nous avons des baisses de recettes, alors que déjà dans le cas de l'insécurité, nos pays consacraient entre 20 et 30% de leur budget à la défense nationale. Donc c'est autant de préoccupations, en tout cas, que nous avons échangé et sur lesquelles, en tout cas, l'Union européenne également s'est engagée avec nous à ce que nous puissions rechercher ensemble les solutions et qu'ils puissent également contribuer à aider les pays africains de façon générale. En plus de l'accompagnement des partenaires européens attendus, chaque État développe des stratégies pour relancer son économie. Le Burkina Faso pense déjà à comment réorganiser son secteur informel qui occupe une place de choix dans le tissu économique. En termes de pourcentage, plus de 35% et parfois plus de nos économies sont fondées sur le secteur informel qui, comme vous le savez, a des difficultés inhérentes à cette situation que nous vivons du fait des mesures que nous sommes tenus de prendre pour permettre effectivement d'éviter la propagation de la maladie et d'arrêter de couper les chaînes de contamination. La pandémie a aussi un impact sur le processus démocratique. La plupart des pays sahéliens organisent des élections en fin d'année. La question est donc de savoir si, avec le chamboulement du calendrier occasionné par la pandémie, les dates des scrutins pourront être respectées. L'opposition burkinabé a déjà donné le ton, pas question d'envisager un quelconque report. Autant dire que l'après-Covid-19 s'annonce chaud bouillant pour les pays du G5 Sahel. Ce cadre d'échange entre les chefs d'État de la région sahélienne et l'Union européenne est prévu se tenir chaque 3 mois. Oui, elles doivent se tenir à bonne date, les élections de novembre prochain. L'opposition politique a réaffirmé cette position ce matin. Le chef de file de l'opposition politique brandit l'intelligibilité de l'article 165 de la Constitution burkinabé, les prédispositions de la Commission électorale nationale indépendante à respecter le calendrier électoral. Juliette Tougri, Rémi Lambert, Nébier. Aucun report des élections couplées de novembre 2020 n'est envisageable pour l'opposition burkinabé. Après s'être réunie avec la majorité présidentielle et la Commission électorale nationale indépendante le 17 avril dernier sur initiative du président du Faso pour discuter des scénarios possibles pour réorganiser le processus électoral impacté par la crise sanitaire, l'opposition dit tenir rigueur à la date du 22 novembre. Dans les échanges donc avec la CENI a dit qu'elle était capable d'organiser les élections à bonne date. Mais a-t-elle relevé, si elle accusait un quelconque retard, cela allait jouer sur certains aspects du code électoral. Et dans ce cas, elle aurait besoin que la classe politique fasse les modifications appropriées. Sur ce plan, il y a eu consensus et il a été demandé à la CENI de transmettre aux deux composantes les points juridiques précis sur lesquels et pourrait être amené à solliciter la classe politique pour les amendements du code électoral au niveau de l'Assemblée. L'opposition a réaffirmé sa position qui est que les élections couplées présidentielles et législatives se tiennent en novembre 2020, conformément donc à la Constitution, au code électoral et aux conclusions du dialogue politique. C'est que le président Roch sait très bien que son mandat la prend fin en novembre, exactement le 29 décembre. Ça, c'est impossible. Lui, il ne peut plus présider la destinée du Burkina sauf par voie d'élection. Ça, au moins, c'est clair. C'est constitutionnel également. Le CEFOP appelle à une réouverture des points de commerce pour éviter toute dégradation du climat social déjà en ébullition avec les manifestations des commerçants, des marchés. Mais en même temps, nous pensons qu'il faut prendre des mesures d'hygiène, des mesures de distanciation, des mesures sanitaires. C'est ça qui est important, exactement comme les marchés aussi. Parce qu'on a vu que d'autres pays ont pris ça, mais ils ont moins de morts que nous. Si vous prenez l'exemple du Bénin, le Bénin n'a pas fermé ses marchés. Ils ont privilégié la communication, les mesures d'hygiène, mais ils sont à un seul mort. Nous sommes à 42.
Voici un leader qui a anticipé, il a une vision et il a appliqué ça selon son contexte socio-économique. C'est ça le leadership. L'essentiel n'est pas de copier. La fronde syndicale, elle, est en latence, mais l'opposition se dit préoccupée par le traitement réservé à certains agents des médias publics et jugé discriminatoire par le CEFOP. Sur le lot des 370 agents réversés au ministère sous le fallacieux prétexte de régularisation, la moitié a été rappelée sans explication. Cependant, les plus coriaces aux voix discordantes et les membres des sections de Synatic connus pour leur attachement à la liberté d'expression sont laissés sur le carreau. Cette caporalisation, faut-il le rappeler, est une atteinte grave à la liberté d'expression, fondement de notre démocratie. Nous demandons donc instamment la réintégration pure et simple de ces agents des médias publics et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le chef de file de l'opposition politique devra adresser dans les prochains jours au chef de l'État une lettre pour attirer son attention sur la situation qui prévaut au sein des médias publics, ont laissé entendre les animateurs de ce point de presse. L'association Le Cadre fait un don de matériel de protection à l'École nationale de gendarmerie à Bobo-Dioulasso, une contribution à la lutte contre la Covid-19. Soso Justin Dabiré, Fatimata Koulibaly. C'est à bras ouverts que l'École nationale de gendarmerie accueille le don de l'association Le Cadre, un don composé de cartons d'eau de javel, de savon, de gel hydroalcoolique, de masques et de lave-mains. Un geste salué par le commandant des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale. Ce don vient à point nommé pour lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus dans ce centre de formation militaire. Ce geste vient renforcer les capacités du commandement des écoles et centres de perfectionnement dans la lutte contre le coronavirus. Et vous savez qu'il y a 5 mesures barrières dont il faut respecter pour éviter le coronavirus. Et je crois qu'avec ce don, nous pouvons mettre en œuvre une de ces mesures barrières très importantes qui est en fait le lavage des mains. Je salue les gestes de ce matin fait par l'association Le Cadre, qui est une composante des forces vives de Bobo-Dioulasso. Par ce don, l'association Le Cadre entend soutenir un maillon essentiel de la lutte contre la Covid-19. Selon le président du Cadre, les forces de défense et de sécurité jouent un rôle important dans le respect des mesures de prévention édictées par le gouvernement burkinabé. Toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement, sans ces personnes aujourd'hui, l'ordre ne serait pas respecté. Que ce soit la fermeture des marchés, la fermeture des différents lieux de culte, le couvre-feu instauré, ce sont ces personnes aussi que je dirais qui sont vulnérables si les mesures sécuritaires ne sont pas prises, sanitaires ne sont pas prises pour veiller à l'ordre public. Alors l'ensemble des membres de l'association ont jugé nécessaire d'apporter leur modeste contribution à ce corps aujourd'hui. Ce sont au total 10 cartons de savon, 10 cartons d'eau de javel, 5 cartons de gel hydroalcoolique, 2 lave-mains dont le nombre sera augmenté à 10 selon les donateurs et 10 paquets de masques qui ont été remis à la hiérarchie de l'École nationale de gendarmerie. Un don qui sera d'une grande utilité dans cet établissement de formation à effectifs élevés, selon le colonel Diabri, commandant des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale. La Fondation Semafouel apporte du matériel de protection et des vivres au profit des populations de la Bok-du-Moun et de l'Est. Elle apporte également un chèque de 5 millions de francs CFA. Majid Bakou. La Fondation Semafo exprime sa solidarité à la région de la Bok-du-Moun et de l'Est. Elle offre du matériel d'hygiène composé de savon, d'eau de javel et des dispositifs de lave-mains à 6 communes de ces régions. À cela s'ajoutent 21 tonnes de vivres constituées de riz et d'huile. À travers ce don qui s'élève à 28 millions de francs CFA, la Fondation canadienne veut contribuer à la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et atténuer la souffrance des personnes vulnérables. Alors, ce geste s'inscrit dans un élan de solidarité, donc vis-à-vis des populations que nous côtoyons chaque jour
Donc face donc à cette pandémie mondiale, nous ne pouvions pas rester indifférents et nous avons bien voulu donc apporter ce soutien pour faciliter le travail au niveau donc des CSPS qui nous ont également fait la demande. Également apporter de quoi soulager les populations vulnérables. Les populations vulnérables donc, sont connues dans les mairies où nous intervenons, et dans tous les villages, avec donc des vivres. Et bien sûr, sensibiliser la population dans son ensemble. Du côté des bénéficiaires, le geste est apprécié à sa juste valeur. Les différents maires de communes sont tellement satisfaits de l'action de la Fondation Semafo. Il faut le dire, ce n'est pas la première fois que la Fondation Semafo appuie nos communes. Et comme vous le savez, avec le virus qui traumatise l'humanité, la Semafo a trouvé nécessaire d'appuyer les communes dans lesquelles où la Semafo intervient. C'est-à-dire les communes impactées par la Semafo. Donc, l'action, c'est une action formidable que nous louons beaucoup. Ça va permettre à nos populations, en tout cas, d'être un peu à l'aise en matière de sécurité, en termes de sanitaire. Outre ces dons, la société minière Semafo a offert un chèque d'une valeur de 5 millions de francs CFA à la direction régionale de la santé de la boucle du Mohun. Des vivres pour les déplacés internes et les personnes vulnérables, c'est un don de Coris Banque Internationale, don remis au ministère en charge de la solidarité nationale à travers le CONASU, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Abdoulaziz Saré. Il y a quelques semaines, elle était au ministère de la Santé pour contribuer à la lutte contre la Covid-19. Aujourd'hui encore, c'est au département de Marie-Laurence Ilboudo-Marchal qu'elle apporte son soutien. Coris Banque Internationale offre au ministère de l'Action humanitaire 100 tonnes de vivres pour la prise en charge des personnes démunies et des déplacés internes des régions de l'Est, du Centre-Nord et du Sahel. Alors, il faut dire que ces 100 tonnes de vivres font un montant de 35 millions de francs CFA. Il s'agit de 50 tonnes de riz et de 50 tonnes d'haricots. Et notre présence ce matin au ministère est pour annoncer la remise de ces dons, compte tenu du fait que le ministère gère aujourd'hui toutes les questions qui sont liées à la solidarité nationale et à l'action humanitaire. Selon la dernière mise à jour du ministère en charge de l'action humanitaire, 79% des déplacés internes ont exprimé comme premier besoin la nourriture. Ce don de Coris Banque vient donc enlever une épine au pied. Je voudrais, au nom de Madame la ministre en charge de l'action humanitaire, exprimer sa sincère gratitude et celle du gouvernement. Une gratitude continue envers Coris Banque. Et ce geste que ce Coris Banque vient de faire ce matin va contribuer sans doute à soulager ces populations qui sont en détresse dans les localités qui ont été choisies par cette banque, à savoir Dori, Gibo dans la région du Sahel, Kaya, Kongoussi dans la région du Centre-Nord et Fada dans la région de l'Est. À ce jour, on dénombre plus de 850 000 déplacés internes au Burkina Faso. Ils ont fui l'insécurité et les conflits communautaires. Nous parlons d'énergie. Vous l'aurez constaté, cette année, les délestages sont moins sévères que les années précédentes. Eh bien, l'apport de la centrale électrique de Komsilgaï est pour quelque chose, à en croire le ministre de l'Énergie, qui était en visite hier sur le site. Une extension de la centrale est prévue, ce qui permettra de gagner 50 MW en plus. Justin Monto. Avec 90 kWh, la centrale électrique de Komsilga est la plus grande centrale électrique du Burkina Faso en termes de capacité. Son apport dans la fourniture de l'électricité est important. Le ministre en charge de l'énergie a sillonné différents compartiments de la centrale afin d'apprécier le fonctionnement de la station. Il est aussi présent pour féliciter l'équipe d'hommes et de femmes qui abattent un travail remarquable. Ils se battent jour et nuit pour que nous puissions avoir accès à cette énergie. Et vous savez l'importance de l'électricité dans le développement d'un pays. Et ce sont ces hommes et ces femmes qui, ici, font un travail formidable pour nous permettre vraiment d'assurer la desserte en électricité au niveau du Burkina. Une extension de la centrale
est prévu pour augmenter de 50 MW la capacité de la centrale. Ce, pour permettre à un nombre élevé de Burkinabés d'avoir accès à l'électricité. Il y a certes des progrès, mais on ne peut pas se satisfaire seulement de 40% de la population qui a accès à l'énergie. Donc, c'est vous dire que le travail est encore gigantesque. Il y a beaucoup de choses à faire. Et vous avez vu, nous avons visité l'espace pour l'extension de la centrale ici. Et donc, nous prévoyons d'ajouter au moins 50 MW ici pour pouvoir étendre la station et faire de telle sorte que nous puissions encore avoir plus de puissance pour pouvoir, en tout cas, aider à ce que nous puissions atteindre la majorité donc, des Burkinabés. C'est la première fois, depuis 10 ans, que le rapport entre l'offre et la demande est équilibré en termes d'énergie au Burkina Faso. Le défi pour le ministre est désormais de permettre à la centrale de disposer d'une réserve froide. Il faut que nous travaillions pour pouvoir avoir à l'interne ce qu'on appelle la réserve froide. La réserve froide doit permettre à ce que si nous perdons N-1, ça veut dire si nous perdons soit la ligne de la Côte d'Ivoire ou la ligne du Ghana, qu'automatiquement nous puissions avoir la puissance à l'intérieur pour pouvoir faire face à cela. Donc vous vous imaginez quel est l'investissement que nous devons faire pour permettre à 100% de la population d'avoir accès à l'énergie, mais aussi dans le même temps avoir la réserve froide pour que quand une machine ou deux machines ont des problèmes, et que nous puissions automatiquement donc reprendre le relais. Donc ça c'est vraiment un défi, mais je pense qu'avec l'accompagnement de tout le monde, de l'État en premier, du secteur privé, je suis sûr que nous allons pouvoir y arriver. Au terme de sa tournée, Dr Bachir Ismaël Ouedraogo fait un point d'honneur à la jante féminine faisant partie de l'équipe de la centrale électrique de Koumsilga. Un incendie ce mardi à Bobo Dioulasso dans les locaux de l'hôtel Dioulasso-Ba. Le feu est parti d'une chambre de l'établissement hôtelier. La brigade des sapeurs-pompiers a pu circonscrire les flammes. Soto Justin Dabiré, Fatimata Koulibaly. Voici ce qui reste d'une des chambres de l'hôtel Dioulasso-Ba, partie en flammes ce mardi matin. Il a fallu l'intervention rapide et professionnelle des soldats du feu pour maîtriser les flammes et éviter le pire. Selon le gérant de l'hôtel, c'est aux environs de 10 heures qu'il a été alerté par les services de contrôle qui avaient détecté une fumée qui se dégageait dans une des chambres de l'hôtel au premier étage. L'hôtel, les chambres, ils sont fermés à cause des confinements. Donc, il n'y a pas un contrôle journalier des chambres. Et les services, il est venu pour faire les contrôles, mais ils ont appelé vers 10 heures comme ça, en disant que ça sortait de la fumée dans un des suites au premier étage. Je suis monté avec le personnel, les valets, et quand j'ai monté avec les valets, nous avons constaté la situation. Et au moment que nous avons ouvert la porte, la fumée était noire, extrêmement bourrée, toxique, a envahi tous les couloirs. Et donc tout de suite, nous avons défoncé avec coup de pied la porte du couloir pour permettre l'ouverture et la ventilation. Mais nous nous sommes tout de suite rendu compte que n'était pas possible l'accès parce que la visibilité était zéro et la fumée était très intense. La brigade des sapeurs-pompiers est donc alertée par le gérant de l'établissement hôtelier. Très vite, les soldats du feu arrivent rapidement à circonscrire l'incendie avant notre arrivée sur le site aux environs de 11 heures. Les sapeurs-pompiers qui sont arrivés avec une rapidité, vraiment, même à Ouaga, je n'ai pas vu ça. Donc merci Dieu, les lieux étaient sécurisés et les sapeurs-pompiers sont montés dans l'extérieur parce qu'il n'était pas possible d'intervention au niveau des couloirs. Et dans l'extérieur, ils ont commencé les opérations d'extinction du feu et les constats de la situation. Et heureusement, il n'y a pas de dégâts humains. Uniquement matériel. Selon le responsable de l'hôtel, une tension électrique serait à la base de l'incendie. C'est un problème électrique, Donc, ça a déclenché peut-être 3, 4 heures, 5 heures de cela. Et comme après pas de contrôle, ça a étendu le feu à tous les réseaux et après à les canapés, à les lits, autre chose. Mais je pense que c'est... Non, absolument, c'est ça. Il n'y a pas de djihadistes, il n'y a pas de gens qui sont placés d'allumettes, il n'y a pas de clients de cigarettes, non, rien de tout.
Plus de peur que de mal. C'est seulement la suite de l'hôtel qui a été entièrement calciné par l'incendie. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur BF1. Bonsoir.